Bonjour, bonsoir à tous, j'aimerais ouvrir une parenthèse, j'adore les gaufres! Une bonne intro, c'est important. Un bon début de roman, ou incipit, ça peut faire plusieurs choses. Ça peut donner une ambiance, ça peut surprendre, ça peut témoigner de l'histoire, mais surtout, ça donne envie de lire la phrase suivante, le paragraphe suivant, et toutes les autres pages. D'ailleurs, j'ai mis la plupart de ces incipits sans avoir lu les livres en question, mais en me disant « Faudra vraiment que je l'ajoute à ma pile à lire un jour !» Un jour, quand ma pile à lire sera plus petite que moi, faut vraiment que j'arrête d'acheter des bouquins. Bref, voilà les 20 meilleurs incipits. Hey, vous savez combien il existe de livres? La bonne réponse est... vraiment beaucoup. Donc il est statistiquement impossible qu'on soit d'accord. N'hésitez pas à partager votre incipit préféré dans les commentaires s'il manque à ce top 20, et tant que vous y êtes, mettez un petit pouce bleu, c'est fort sympathique. Le dernier roman qui m'est vraiment intrigué dès la première phrase est L'Attrape-Cœur, qui donne le ton très rapidement. Si vous voulez vraiment que je vous dise, alors sûrement la première chose que vous allez me demander c'est où je suis né, et à quoi ça a ressemblé, ma saloperie d'enfance, et ce que faisaient mes parents avant de m'avoir, et toutes ces conneries à la David Copperfield, mais j'ai pas envie de raconter ça et tout. Le personnage s'adresse directement au lecteur, le registre est nettement plus familier que ce à quoi on peut s'attendre, la grammaire en prend plein la gueule, et d'emblée le protagoniste est dans le rejet. Ses parents, son enfance, et Charles Dickens, et toute la littérature anglaise avec lui, tu ouvres le roman et la première phrase c'est « Tout me fait chier, donc va chier !» Ok. Parlant de Dickens, son meilleur incipit est sans doute celui du Conte de deux cités. C'était le meilleur des temps, c'était le pire des temps. Et après, il enchaîne avec une longue suite d'oppositions où le narrateur met en relation deux extrêmes pour dire que la période qu'il décrit est une période de superlatifs. Mais d'emblée, ça intrigue. Comment ça peut être et l'un et l'autre ? Bah, ça parle de la Révolution française, donc ouais, mettons, si t'étais un collectionneur de têtes, bah c'était une époque géniale, par exemple. Peu d'œuvres installent une ambiance aussi efficacement que les premiers mots du Vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway. C'était un vieil homme qui pêchait seul sur une barque dans le Gulf Stream, et en 84 jours, il n'avait pas attrapé un seul poisson. Tu la sens bien, la grosse loose. T'as deux adjectifs pour décrire le protagoniste, il est vieux et il est seul. Ensuite, il est sur une barque, donc un petit bateau, sur le Gulf Stream, un courant marin à l'est des États-Unis. Genre, il est pas sur une barque dans un lac, mais dans l'océan. Et il a pas attrapé un poisson en 84 jours. Il aurait pu dire 3 mois, ou choisir un chiffre rond, ou une approximation, je sais pas, plus de 80 jours. Mais en choisissant 84 jours, tu sens l'échec de chacune de ces journée. En une phrase, t'es bien désolé pour lui. On apprend au collège que dans les grandes lignes, la structure d'un récit, c'est l'état initial, l'élément perturbateur, les péripéties, la résolution et l'état final. C'est pour ça que j'adore la première phrase de La Métamorphose de Kafka. En se réveillant un matin après des rêves agités, Gregor Samsa se retrouva dans son lit, métamorphosé en un monstrueux insecte. Voilà qui me semble tout à fait perturbatoire! Le coup de génie, c'est qu'en traitant la métamorphose de Gregor dans la première phrase, Kafka nous indique que le sujet du conte n'est pas sa métamorphose, mais celle du monde autour de lui, sa famille notamment. Une façon de commencer un roman avec force, c'est de miser sur le superlatif, on l'a vu avec Dickens, mais l'une des meilleures introductions de ce style, c'est celle du Parfum de Patrick Süskind. Au XVIIIe siècle, vécut en France un homme qui compta parmi les personnages les plus géniaux et les plus abominables de cette époque qui pourtant ne manqua pas de génies abominables. Alors évidemment, il y a la répétition des qualificatifs extrêmes, c'est pas intelligent et horrible, c'est génial et abominable. Ajoutez à ça la litote, figure de style qui permet de magnifier le propos en niant une négation, et l'utilisation d'époque pour grandir encore plus la qualification. Il se démarque à l'échelle de l'époque, à l'échelle historique. On va pas parler de Joe le rigolo. T'imagines l'impact zéro s'il avait commencé par « C'est l'histoire de Jean-Baptiste Grenouille, il est né dans un tas de poissons, et il fait des parfums !» J'adore le ton du roman Seul sur Mars. C'est l'histoire d'un astronaute piégé sur Mars et qui va devoir y survivre pendant des mois. Et ça commence par « J'ai bien réfléchi et maintenant j'en suis sûr, je suis foutu ». Le gars vient de se rendre compte qu'il est seul sur Mars, donc c'est un sacré euphémisme, mais surtout ça fait deux autres choses. 1, ça caractérise le personnage par son humour, et 2, ça introduit l'élément le plus important de toute l'histoire du roman, j'ai bien réfléchi. Et c'est cette réflexion qui va lui permettre de tenir. Ok, cette première phrase est très longue, on va parler de La Guerre des mondes de H.G. Wells, et je vais dire pourquoi elle est géniale avant de vous la lire. Il parle de la fin du roman dès la première phrase. Il est déjà en train de nous parler de la résolution, mais impossible de le savoir sans connaître la fin, vous allez voir.
Personne n'aurait cru dans les dernières années du 19e siècle que les choses humaines fussent observées de la façon la plus pénétrante et la plus attentive par des intelligences supérieures aux intelligences humaines et cependant mortelles comme elles. Que tandis que les hommes s'absorbaient dans leurs occupations, ils étaient examinés et étudiés d'aussi près peut-être qu'un savant peut étudier avec un microscope les créatures transitoires qui pullulent et se multiplient dans une goutte d'eau. Et en fait, à la fin, on se rend compte que les aliens craignent l'eau. Non, je déconne, ce serait vraiment une grosse idée de merde! J'ai un faible pour les dystopies. Alors j'en ai pas lu beaucoup, mais je compte en lire beaucoup. Suivez les coins lecture sur Linksoft, j'y parle de livres, on s'éclate. Mais souvent, les dystopies tapent fort dès la première page. J'appelle à la barre Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Le plaisir d'incendier. Quel plaisir extraordinaire c'était de voir les choses se faire dévorer, de les voir noircir et se transformer. Il parle surtout de brûler des livres. Son métier, c'est de cramer ce qu'il reste de culture dans cet avenir-là, et ça l'éclate. C'est terrifiant. Comme je le disais en introduction, certains incipits témoignent de l'histoire, et je pense que c'est le cas de celui d'Aden Arabi de Paul Nizan. J'avais 20 ans, je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Paul Nizan avait 20 ans en 1925, alors qu'il se rend compte de l'état géopolitique du monde, et il décide de s'engager très fermement en politique, ce qui est reflété dans la formulation « je ne laisserai personne dire ». Et comme Paul Nizan est mort au combat à 35 ans durant la Seconde Guerre mondiale, il sera éternellement ce jeune homme révolté. Une autre dystopie qui est sur ma pile à lire depuis beaucoup trop longtemps, c'est Le Neuromancien de William Gibson. Ce roman est souvent cité comme l'œuvre fondatrice du cyberpunk, et il s'ouvre sur cette phrase. Le ciel au-dessus du port avait la couleur d'une télévision allumée sur une chaîne défunte. D'abord, on a l'assimilation d'un élément naturel et omniprésent avec un appareil électronique, mais surtout, dépendant quand tu es né, cette définition renverra à une couleur différente. Moi, ça m'évoque de la grisaille, mais les plus jeunes qui regarderont cette vidéo se diront que le ciel était complètement noir, alors que Gibson pense probablement à encore une autre couleur. Le fait qu'il ne donne pas de couleur précise fait que notre seule échelle de compréhension, c'est que le ciel est d'une couleur qui déconne. Ils sont rares les livres que j'ai découverts adolescent et qui me semblent toujours excellents aujourd'hui, c'est le cas de Harry Potter à l'école des sorciers, de J.K. Rowling évidemment, et de son excellent incipit, Mr. et Mrs. Dursley, qui habitaient au 4 Private Drive, avaient toujours affirmé avec la plus grande fierté qu'ils étaient parfaitement normaux, merci pour eux. Cette phrase place 3 éléments. D'abord les Dursley, qui mettent fin à une conversation qui n'a jamais eu lieu, avec « merci pour eux », la plus grande fierté, et avec « toujours ». Je suis très fier d'être comme ça, j'ai toujours été comme ça, merci bien. Il manque juste le bruit de la porte qui claque. Ensuite, l'appellation de la rue et la dénomination du couple. Private, en français, c'est Troène, c'est des buissons dont on fait des haies. Et ils sont présentés comme Mr. et Mrs. Tu sais, ils sont bien dans le cadre de l'institution du mariage, bien encadrés aussi par leurs petites haies, dans leur petite banlieue aisée. Ils sont normaux qu'ils en peuvent plus. Et surtout, 3, en négatif, Rowling est déjà en train de nous dire qu'il y a tout un univers absolument pas normal et que c'est de ça dont on va parler. Les 2 premières phrases d'Abattoir 5 ou La Croisade des Enfants de Kurt Vonnegut Jr., que je prononce sûrement très mal, sont assez brillantes. Avant toute chose, je vous préviens, c'est une histoire de science-fiction qui parle entre autres de voyage dans le temps. Les 2 premières phrases. C'est une histoire vraie, plus ou moins. Tout ce qui touche à la guerre, en tout cas, n'est pas loin de la vérité. L'auteur a connu la guerre et il a l'intention de nous en parler à travers ce roman de science-fiction. Le témoignage de la guerre, c'est le propos du livre, à tel point que les premiers mots du roman sont « c'est une histoire vraie ». Avant de s'éloigner énormément de ces premiers mots, avec plus ou moins, avec ce qui concerne la guerre, avec pas loin de la vérité, parce que si je te dis « tout est vrai », plus ou moins, en tout cas il y a une partie qui est pas loin d'être vraie, tu comprends que je vais te dire des conneries. Mais non, les 5 premiers mots sont « c'est une histoire vraie ». La majorité est fausse, mais l'essentiel est vrai. Classique parmi les classiques, on a l'Incipit d'Orgueil et Préjugés de Jane Austen. C'est une vérité universellement reconnue qu'un célibataire pourvu d'une belle fortune doit avoir envie de se marier. On remarque directement l'ironie de la narratrice et son désaccord avec les normes sociétales, genre c'est comme ça et tout le monde le sait, les riches célibataires doivent vouloir se marier, et évidemment ça introduit les thèmes du roman, l'amour et le mariage. Aurélien de Louis Aragon raconte l'histoire d'amour entre Aurélien et Bérénice, ou plutôt il raconte l'impossibilité de l'amour entre Aurélien et Bérénice, parce que elle est dans la réalité de l'entre-deux-guerres, alors que lui c'est un jeune mondain qui kiffe sa life. Mais Aurélien va tomber très amoureux de Bérénice, ce qui rend la première phrase du roman vraiment géniale.
La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Ah! Il y a tellement d'histoires d'amour qui s'en sortiraient mieux avec ce genre d'intro. La première fois que Christian Grey vit Anastasia Steele, il la trouva franchement conne. Et il ne la revit plus jamais. Fin. D'habitude, je vous donne le livre et ensuite je vous lis le début du roman, mais ce roman-là a un incipit tellement efficace que je suis sûr que vous pouvez deviner le livre sans que je vous le dise, même si vous ne l'avez pas lu. Tous les enfants grandissent, sauf un. C'est ça, c'est mon autobiographie où je parle de ma collection de figurines et de mes vidéos sur Pokémon. Non, je déconne, c'est Peter Pan, évidemment, de James Matthew Barrie. Parlant d'Incipit qui n'a pas besoin qu'on le présente, je suis sûr que vous êtes déjà nombreux à savoir quelle est la première phrase du livre, avec un L majuscule, la Bible. Oh, je suis à peu près certain que vous êtes majoritairement sans religion, mais c'est quand même un bouquin qui a eu son petit impact culturel, je dirais. Et donc les premiers mots de la Bible, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il y a un côté très satisfaisant à ce qu'un livre commence par « au commencement ». Donc voilà, Dieu créa le ciel et la terre. Bon début, et puis il a créé plein d'autres trucs, jusqu'au dindon. Qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, la Bible ne s'attarde pas suffisamment sur ce qu'il convient d'appeler la conjecture du dindon. Là, on rentre dans mes vrais débuts de romans préférés, celui que je vais vous lire, le début du Hobbit de Tolkien, est peut-être celui qui m'installe le plus dans l'histoire. Je suis pas un grand fan de voyage, mais c'est l'un des rares incipits qui me dépayse, mais en douceur, genre... On va aller ailleurs, très loin, mais on y sera bien. Dans un trou vivait un hobbit. Ce n'était pas un trou déplaisant, sale et humide, rempli de bouts de verre et d'une atmosphère suintante, non plus qu'un trou sec, nu, sablonneux, sans rien pour s'asseoir ni sur quoi manger. C'était un trou de hobbit, ce qui implique le confort. La première phrase est mystérieuse, c'est quoi un hobbit? Ça vit dans un trou? Genre pas un terrier, mais un trou? Et le narrateur nous conforte direct sur nos doutes. Non, ce trou n'a rien à voir avec ce que vous imaginez. Et le premier truc qu'on apprend sur les hobbits, ça aime le confort. On a bien envie d'en apprendre plus. Là encore, classique parmi les classiques, mon incipit préféré de la littérature française, probablement pour sa valeur choc, L'étranger de Camus. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. Il y a peu de triptyques de mots aussi terrifiants mis côte à côte que « maman est morte ». C'est pas « ma mère est morte ». C'est « maman est morte ». Si t'ajoutes « aujourd'hui », tu rends l'horreur de la chose encore plus présente. Et en même temps, deux éléments nous en éloignent. D'une part, le point de focalisation est sur « aujourd'hui ». La construction normale voudrait qu'on dise « maman est morte aujourd'hui », pour insister sur le décès. Et cette deuxième phrase, ou peut-être hier, je ne sais pas, le narrateur est bizarrement déconnecté, à un niveau absurde. Et l'absurde est justement le propos du roman. Je vais vous lire le début de roman qui me semble le mieux encapsuler l'esprit d'un auteur en deux phrases. L'incipit de l'Appel de Cthulhu de Lovecraft. À mon sens, la plus grande faveur que le ciel nous ait accordée, c'est l'incapacité de l'esprit humain à mettre en corrélation tout ce qu'il renferme. Nous vivons sur un îlot de placide ignorance au sein des noirs océans de l'infini, et nous n'avons pas été destinés à de longs voyages. Pour faire simple, heureusement qu'on n'est pas foutu de comprendre ce qui nous entoure, parce que ce qui nous entoure sont de noirs océans de l'infini. Et c'est pas heureusement qu'on ne peut pas voir la véritable horreur du monde, c'est on peut la voir, mais heureusement on n'est pas capable de tisser des liens entre tout ce qu'on constate. Parce que toutes les horreurs du monde sont liées par de terribles ficelles occultes, et si on pouvait voir ces ficelles, notre esprit ne pourrait pas le supporter. Alors imaginez seulement ce qui tisse ces liens. En deux phrases. Bien, avant d'aborder la meilleure entrée, je vous propose de voir ensemble quelques mentions honorables, surtout des incipits hyper connus, mais qui m'ont jamais fait une très grande impression. C'est un jour d'avril, froid et lumineux, et les pendules sonnent 13 h. Rien de bien folichon jusqu'à ce que tu te dises « Minute, y a pas 13 h sur les pendules ?» D'où qui pue donc tant se demanda Gabriel excédé. Un mot long, alambiqué, inventé, en majuscule, ça donne l'esprit du roman de Raymond Queneau dès le premier mot. J'écris de chez les moches pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisés, les imbaisables, les hystériques, les tarés, toutes les exclus du grand marché de la bonne meuf. Bam! Tu sais à qui t'as affaire. Et pourtant, le mot qui interpelle le plus d'après moi, dans cette première phrase, c'est le mot marché. Appelez-moi Ismaël. A priori, l'intro de Moby Dick ne paye pas de mine, sauf qu'il ne dit pas « je m'appelle Ismaël » ou « je suis Ismaël ».
parce qu'il ne s'appelle pas vraiment Ismaël. Alors pour ceux qui connaissent mal Victor Hugo, l'auteur a un style très grandiloquent, très intense, tant dans l'épique que dans l'intime. Il n'y a rien de petit ou de médiocre chez Hugo, tout est... Comme en témoigne l'incipit du dernier jour d'un condamné. Condamné à mort. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. J'aurais trouvé des points de suspension plus efficaces, mais ça en dit sûrement plus long sur moi que sur le roman. C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar. J'ai jamais compris l'intérêt. Je me souviens d'un prof de français qui me disait « Oh là là, l'exotisme, trois noms propres exotiques, mais c'est l'exotisme !» Oui. Ça donne envie de faire avec la voix de Stéphane Bern. C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar. En fait, je sais pas faire Stéphane Bern, je sais faire Jean Dujardin qui imite Stéphane Bern. Pour notre plus grande jouissance. Alice, assise auprès de sa sœur sur le gazon, commençait à s'ennuyer de rester là à ne rien faire. Là encore, un incipit classique, Alice s'emmerde dans le monde réel. Elle va pas s'emmerder bien longtemps. Peut-être l'incipit le plus connu de la littérature française auquel je ne trouve rien d'intéressant. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Peu de livres commencent par la morale de l'histoire. En particulier, peu de romans vraiment massifs. Mais c'est le cas d'Anna Karénine de Tolstoï. C'est l'histoire de plusieurs histoires d'amour qui se passent toutes plus ou moins très mal, globalement, et qui mènent à la conclusion qui se trouve dans les premières lignes du roman. Les familles heureuses se ressemblent toutes, les familles malheureuses sont malheureuses chacune à leur façon. Ce qui nous caractérise, ce qui nous rend uniques, c'est finalement ce qui nous rend malheureux. Mais dis-moi, viewers, est-ce que tu en as marre de déprimer? Alors retiens cette date, le 21 août 2021 à 21h. À cette heure, le collectif Capsule, à l'initiative de mon frangin Jérémy, te propose une soirée totalement inédite sur Twitch, les Fictions Sonores. Il s'agit d'un groupe de 6 comédiens et comédiennes qui vont interpréter des textes écrits par leurs soins, comme du théâtre, mais en audio et sur Twitch. Pour concrétiser ce projet, Jérémy a besoin de réunir une certaine somme qui correspond au matériel et à la location d'une résidence pendant une semaine pour préparer le live en question. Et vous pouvez ajouter votre pierre à l'édifice en suivant le lien Ulule qui se trouve dans la description de cette vidéo. Il y a des contreparties un peu sympas et une vidéo qui explique le projet plus en détail. Merci pour lui et désolé pour la promo sauvage. Après tout ce qu'il a fait pour cette chaîne, ça me semblait être la moindre des choses. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Historiquement, les romans, c'est pas votre sujet préféré sur cette chaîne, mais moi c'est le truc qui me branche en ce moment, donc on continuera sans doute à en parler. Si ça vous intéresse, je vous renvoie vers les coins lecture dont vous pouvez trouver la playlist en bas à gauche. Vous trouverez la dernière vidéo sur Links de Sun en bas à droite. Partagez votre incipit préféré dans les commentaires, n'oubliez pas le pouce bleu, et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne fin de journée, et je referme la parenthèse.